Yo les mecs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de facecam, ça va toi? Oh non. Aujourd'hui, bon, vas-y, casse-toi. Aujourd'hui les mecs, on va parler d'un sujet. Si elle accepte d'arrêter de tout baiser. Oh je suis chaud. Tu dis bonjour? Bonjour? Bonjour. Vas-y, casse-toi. Allez, dégage. Allez, hop. Aujourd'hui les mecs, on va aborder un sujet assez vaste. Comment créer son propre manga. Donc là en fait actuellement je suis en train de faire un autre manga en parallèle de Dragon Ball Kakoumen. Donc pour ceux qui suivent vous savez déjà. Ça s'appelle Void par Udessa. J'ai fait un trailer animé que vous pouvez retrouver sur ma chaîne en entier. Qu'est-ce que t'as mon chat? Donc j'ai envie de retourner un peu aux sources de ce que je faisais il y a quelques années quand j'étais un peu plus jeune. Faire des vidéos qui motivent les gens et des sortes de guides pour éviter de refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire et celles que j'ai pu rencontrer chez mes amis amateurs. Donc avant de commencer la vidéo, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est entièrement autodidacte. J'ai intégré l'école des Gobelins, donc une école d'animation, cinéma d'animation traditionnelle. Et donc avant cette année-là, j'avais jamais pris de cours de dessin. J'ai un vocabulaire et un champ lexical qui est pas forcément académique. Donc à chaque fois, je vais essayer de vous expliquer les concepts dont je parle pour être sûr qu'on parle de la même chose. Pour commencer cette petite série de vidéos, moi je pense que le plus intéressant au tout début, c'est de réussir à élaborer une histoire pertinente, une histoire solide. Parce que même avec un mauvais dessin, si l'histoire est là, on pourra plus facilement se souvenir du projet. Et même le projet pourrait être mené beaucoup plus loin. Je donne un exemple tout bête, les scénarios de Death Note, même s'il n'avait pas des dessins aussi beaux que ceux qui là, je suis sûr que ça aurait fait une série incroyable, un film incroyable. Peu importe le format, que ce soit bande dessinée, roman ou série Netflix. Dans tous les cas, ça aurait pu être un truc incroyable avec le même scénario, hein, sans y toucher, pas comme l'adaptation Netflix. On va commencer donc par essayer de parler un peu des pièges et de comment éviter les pièges dans la construction d'un scénario. Il y a la structure un peu classique du scénario qu'on connaît tous, hein, un peu ce qu'on a vu en cours d'anglais au lycée, pour les gens qui ont fait un lycée général. On avait vu, il me semble, si on a tous le même programme, on avait vu un moment le héros, l'aventure, avec la situation initiale, les péripéties, le climax, etc. Bon bref, ou même en français quand on était petit en primaire, on voyait déjà ça, introduction, développement, conclusion, avec les situations qu'on rencontre. Ouais, c'est vrai qu'en cours de français, on l'a plus vu qu'en anglais même. Donc ça, c'est une manière assez classique de construire un scénario, mais je pense que justement le piège, c'est de tomber directement dans ça. C'est-à-dire tomber directement dans comment faire une structure pour mon histoire, avant même de savoir de quoi on veut parler en fait. Le souci avec cette méthode-là, c'est que les gens confondent le fait d'avoir une structure qui permet une évolution, un développement, et le fait d'avoir une suite d'événements qui se déroulent. Sauf qu'une histoire, c'est pas juste des événements qui se passent les uns après les autres. Une histoire, c'est vraiment un bloc. C'est un peu comme une fonction mathématique qui fait que quand on passe par cette fonction, à l'arrivée, on a une image différente de l'antécédent. Ça veut dire que si, après avoir lu l'histoire, on est au même point qu'avant de l'avoir lu, je trouve personnellement, en tout cas, qu'il y a un problème. Après, ça c'est mon avis, hein. Il y a des histoires un peu plus expérimentales où on ne sait pas trop ce qu'on doit retenir de l'histoire, ou même des fois où on commence avec une structure totalement classique et on a une fin qui sort totalement des codes. Donc par exemple, Evangelion, quand on voit la fin, on se pose des questions sur ce qu'on vient de voir. Est-ce que c'est vraiment la même fin? Enfin, est-ce que ça a vraiment un rapport avec tout ce qu'on a vu avant? Ou même dans l'attaque des Titans où on s'attend à plein de fins mais pas celle-là. On se pose des questions, on se dit mais oui du coup on fait quoi avec ça? Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça où les fins ne sont pas forcément satisfaisantes et il y a plein d'exemples aussi d'histoires totalement expérimentales. Mais là on va essayer de parler d'un cas un peu global. En fait avant de jouer avec les codes, il faut déjà connaître les codes. Ce qu'on doit faire avant même de commencer à penser à la structure, c'est penser au cœur de l'histoire et au message et à la chose qu'on veut retranscrire. C'est-à-dire la remarque qu'on veut que le lecteur se fasse à la fin de l'histoire. En fait, quel chemin psychologique ou quel questionnement on veut qu'il ait en lui après avoir lu notre histoire. Dans Dragon Ball, globalement, si on s'arrête à l'arc-bout, le message, l'émotion que Toriyama a certainement, qui représente, qui a certainement voulu retranscrire et faire vivre aux gens, c'est le sentiment de devenir un homme. Si on suit Goku, on voit toutes les étapes qui font de lui quelqu'un qui devient un homme. Alors certes, il ne part pas d'un point de départ qui permet à tout le monde de s'identifier, dans le sens où quand il est enfant, il n'est pas comme la majorité des enfants, il est déjà très courageux, il ne connaît pas grand-chose, il n'a pas d'éducation comme la nôtre. Mais ça, c'est plus pour le prétexte de l'humour. Si on regarde dans le fond, ça reste un petit enfant innocent qui
va prendre en maturité. Et même si on a l'impression que c'est un flat de caractère, Son Goku, en vérité, à part être pur tout le long, il a quand même une évolution et il est beaucoup plus mature à la fin de Dragon Ball qu'au début. En termes de prise de décision, en termes de transparence, le fait de dire les choses à certains moments, de ne pas les dire. Je prends un exemple tout bête, mais au moment où Goten et Trunks l'insultent parce qu'il n'était pas là quand Majin Vegeta s'est sacrifié, alors qu'ils ne savent pas que Majin Vegeta c'était lui qui avait empêché Goku justement de pouvoir se battre à ce moment-là. Goku enfant aurait eu la transparence et l'innocence de simplement leur dire la vérité et leur dire bah non, c'est pas ça qui s'est passé. Si j'étais pas là, c'était parce que justement votre père m'en a empêché. Il l'aurait dit avec aucune intention de les rebeller contre Vegeta. Hein. Il aurait sûrement dit seulement la vérité parce que c'est la vérité et qu'il est transparent. Mais là, il a eu la maturité en quelque sorte de s'empêcher de dire vous avez raison, je suis un gros nul. Ça, c'est un moment, moi personnellement, où j'ai compris que Goku n'était pas le même qu'au début. Parce que justement, j'entendais partout Goku est un flat de caractère, Goku est un flat de caractère. Mais à la différence de Luffy, où enfant, adulte, on voit vraiment pas spécialement de différence. La maturité qu'il prend, c'est plus la conscience que des ennemis sont dangereux. Là, Goku, pour le coup, je trouve qu'il a une vraie évolution. Et même si elle est beaucoup plus subtile, elle n'est pas forcément abordable pour tout le monde. Pour moi, Dragon Ball, l'objectif, c'est l'aventure comme prétexte pour comprendre la formation d'un homme, la prise de maturité. Et en fait, c'est un mode d'emploi sur comment être la meilleure version de nous-mêmes. En quelque sorte, Dragon Ball, ça parle de l'amitié, de pouvoir faire confiance toujours en les amis, etc. Bon, c'est des sujets assez vagues et assez cuculapraline, mais ça reste un manga en 42 tomes. Ça reste un manga où il y a de la place, où forcément quand on veut retirer un seul message qui réunit tous les arcs, c'est forcément un message un peu plus vaste. Mais si on se penche sur des histoires plus courtes, les messages sont en général beaucoup plus simples à se figurer. Dans Death Note par exemple, c'est tout un questionnement sur la justice, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Est-ce que la vengeance au nom d'un prétexte juste fait de la vengeance une cause juste? Ça c'est une question qui est totalement soulevée par Death Note. L'objectif de Death Note, c'est de nous remettre en question sur justement c'est quoi la vraie justice. C'est tout bête, hein. Là je vous dis des trucs, ça va certainement vous paraître totalement logique et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte, cela on le savait tous déjà. Mais justement, ce travail-là de savoir de quoi on veut parler, c'est le premier travail à faire et c'est souvent celui qui est sauté. Là j'ai eu un stagiaire pendant 2 semaines, je vous mets sur Insta qui s'affiche. Justement, lui, je me suis rendu compte qu'il est en école de manga et on l'avait pas assez sensibilisé à ce sujet-là. Il était un peu choqué quand je lui ai parlé de comment construire une histoire selon moi. Ma vision, elle n'est pas si hors du commun. Hein. C'est un truc que tous les scénaristes pourront sûrement vous dire, j'imagine. Hein. Encore une fois, je suis autodidacte. Mais il n'avait jamais été sensibilisé à ça. Et donc, je pense que c'est important de remettre l'accent dessus. Et donc, vraiment, pour faire simple et pour abréger, pensez d'abord à ce dont vous voulez parler, le message que vous voulez aborder et la conclusion. Avec quel bagage le lecteur va partir après avoir lu votre histoire. Après avoir mis tout ça en place, c'est là où on peut se demander qui est le plus à même de raconter ce message, qui est le plus à même de faire comprendre au lecteur la conclusion que je veux qu'il comprenne. C'est sur base du message qu'on peut construire des personnages crédibles. C'est pas après avoir créé des personnages chacun indépendants, essayer de les relier en faisant des événements un à un qui nous font plaisir à dessiner et à raconter. C'est pas en faisant ça qu'on va créer une histoire. Là, on va juste créer une multitude d'histoires parallèles en essayant de mettre un prétexte commun pour qu'ils soient tous au même endroit. Et ça, c'est le piège de la majorité des scénaristes amateurs, c'est qu'ils créent leurs OC, leurs original caractères, ils créent tous leurs personnages, chacun a son histoire, ses objectifs, sa vie, son passé, et ils font en sorte de mettre une scène de théâtre dans laquelle tous les personnages peuvent évoluer et interagir ensemble. Mais en faisant ça, le souci, c'est qu'on ne se pose pas la question de à quoi sert l'histoire. Que l'histoire soit là ou pas, ça change rien. C'est juste un prétexte pour montrer les personnages qu'on a créés parce que ça nous fait kiffer de le faire. Il me semble que pour faire une bonne histoire, il faut mettre ça de côté. Ça veut dire que, ok, c'est con, on a tous commencé par faire des originaux de caractère, moi le premier. On a tous commencé par créer nos personnages et vouloir qu'ils interagissent ensemble, qu'ils se battent ensemble. Mais tout ça, il faut le mettre de côté. C'est une formation passée. Maintenant, je pense qu'il faut avancer et se lancer dans quelque chose de plus pertinent. Il ne faut pas hésiter, en fait, à mettre de côté tout ce qu'on a déjà pu faire. Ça, c'est un autre piège dans lequel la plupart des gens tombent. C'est l'aversion à la perte. C'est le fait de... On se dit, on a déjà tellement donné pour ça, on ne peut pas s'arrêter maintenant, il faut que ça se concrétise. Donc ça, c'est le syndrome basique de celui qui a créé 10 personnages. Ils sont tous très précis, il a une idée d'histoire où chacun a son moment de gloire, etc. L'histoire, elle est sur 10 tomes, etc. Donc c'est le rêve d'avoir son manga, sa longue série manga passionnante avec ses personnages et tout. Ça, c'est le rêve qu'on a tous. Pour moi, il faut réussir à franchir le cap
de tout mettre de côté et de se dire non, ça je ne vais pas le sortir. Et c'est pas parce qu'on ne sort pas qu'il n'existe pas en fait. Ça c'est aussi un truc qu'il faut garder en tête, c'est il n'y a rien qui vous empêche de montrer tout ça une fois que vous aurez fait autre chose. Il n'y a rien qui vous empêche de revenir là-dessus. Mais vous verrez que vous-même, après avoir mis de côté, avoir fait des nouvelles choses avec des structures plus solides et plus profondes, avec un vrai message et pas juste pour le fun de raconter des trucs qui nous font kiffer, bah vous vous rendrez compte que vous-même, cette histoire-là, elle pue la merde en vrai. Si on parle français, elle pue la merde. Et ça, je vous parle en parlant à moi-même. Parce que concrètement, j'ai jamais vu quelqu'un qui du premier coup m'a sorti une histoire qui puait pas la merde si il ne s'est pas posé la question du message. Il y a des gens qui ont ça dans le sang, on ne sait pas comment ils font. Dès le début, ils savent comment te tenir en haleine et ils ont un peu un coup de chance peut-être d'avoir une histoire qui est incroyable, avec un concept qui est cool, avec un message qui est cool et qui ont construit des personnages autour de ce message parce qu'ils ne sont pas attachés au fait de créer des personnages. Mais le souci, c'est que ce n'est pas la majorité en fait. Il ne faut pas se raccrocher à ça, il ne faut pas se raccrocher à cet espoir-là. Hein. Peu importe le domaine, on parle de manga là, mais même j'ai un ami qui fait de la musique, il avait enregistré plus de 300 sons. Ils les avaient tous fait en maquette en fait, et c'était pas mixé. Et la musique et le dessin, c'est un peu comme toutes les formes d'art. Si on finit pas sur le moment, l'énergie après quand on revient dessus, c'est plus la même. On n'arrive plus à avoir la même flamme qu'on avait au début. C'est simple, tu vas pas les réenregistrer ces sons, c'est sûr. Et on va pas passer des années à mixer 300 sons qui sont plus des sons qui te correspondent. Fais une nouvelle chose. Et là, c'était même pas une question de structure, hein, c'était même pas une question de ces sons tuer la merde. C'était juste une question de tu n'as pas fini sur le moment, maintenant fais autre chose. Et tu sais que ça sera mieux dans tous les cas parce que tu évolues, peu importe le domaine. Donc voilà, petite parenthèse. Donc après avoir réussi à mettre tout ça de côté et à se questionner sur qu'est-ce qu'on veut raconter, comme je vous l'ai dit, il faut se demander qui est le plus à même de raconter ça. Si on raconte une histoire qui nécessite de la maturité par exemple, qui nécessite un recul sur quelqu'un, ne prenez pas un personnage lycéen, tombez pas dans ce piège-là. Si vous essayez de faire comprendre un message profond, c'est pas un petit lycéen qui va faire comprendre ça. Ou alors, il faut que dans votre histoire, le lycéen, à la fin, il ait grandi. Ça, c'est un exemple. Hein. Mais donc voilà, essayez de sortir des cadres et des sentiers battus. Essayez de faire des choses pertinentes et en fait, de se couper de ce qu'on a déjà vu. Parce que le fait de juste partir comme ça et de voir ce qui se passe, le souci, c'est qu'on va prendre comme référence des choses qu'on a vues d'un point de vue extérieur avec le filtre spectateur. On oublie qu'il faut partir d'une structure, d'un squelette, et qu'après, on finit par arriver à un truc totalement poli. Et c'est ça, en fait, c'est comme essayer de faire une boule parfaite du premier coup avec de l'aluminium en essayant de froisser comme ça, sans penser à qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, la structure. Il faut que la taille de la boule soit la même de tous les côtés. En fait, au final, on va finir avec un œuf. Ça va ressembler vaguement à une boule parfaite, mais comme il n'y a pas toute la structure qui était à l'intérieur, bah, on n'a pas la même sphère parfaite. Donc, je ne sais pas si la métaphore est pertinente, mais voilà. Essayez d'être pertinent dans vos choix de personnages, de vous demander qui sont les meilleurs acteurs pour raconter ce que je veux raconter. Et deuxième chose à retenir de ce pourquoi il faut éviter de faire des longues histoires, c'est parce que justement, quand on n'est pas sûr que ça nous corresponde et qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire évoluer l'histoire avec nous, il vaut mieux commencer sur des one-shots et avoir plein d'aboutissements et plein de retours rapidement en fait. Parce que quand on a des histoires dans l'ensemble, c'est après avoir vu une histoire dans l'ensemble qu'on peut avoir un retour sur cette histoire-là. Parce que la vie des gens sur une histoire en cours, souvent on lui dit des trucs que vous savez déjà et que vous avez déjà prévu de répondre plus tard. Et donc le retour sert à rien et vous ne pouvez pas avancer. C'est une des raisons, hein, mais il y a plein de raisons, ne serait-ce que la motivation, le fait de rester dedans, il y a plein de raisons qui font que vaut mieux commencer avec des histoires courtes. Moi, bon, c'est pas ce que je vais faire hein, avec Akome, mais c'est ce que j'aurais aimé faire. Donc je vous conseille de vous limiter à des trucs tout bêtes, hein. Pas plus de 15 pages au tout début et pas plus de 50 pages au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après 1 an de pratique avec plein d'histoires différentes, vous pouvez commencer à faire des projets un peu plus gros avec un tome, donc des projets de 300 pages, etc. Mais en fait, si vous n'avez pas d'éditeur qui vous donne des retours, vous êtes obligé de travailler tout seul. Vous voyez, parce que les Japonais, si eux, ils commencent directement avec des essais de one-shot et qu'il y en a au bout de 3 essais, ils peuvent être publiés, c'est parce qu'il y a des éditeurs professionnels qui leur donnent des retours et qui leur disent exactement quoi changer, sur quoi travailler. Vous n'avez pas forcément ça si vous êtes autodidacte en France. Donc, je vous conseille de vous-même vous former. C'est-à-dire faire plein d'essais et vous-même prendre le recul nécessaire sur chacun des essais. Si vous n'êtes pas capable d'analyser votre one-shot sur le moment, vous en faites 2 autres et vous revenez sur celui que vous vouliez analyser après avoir fait les 2 autres. Et c'est là où vous allez voir tous les défauts. Et aussi, avec le temps qui aura passé, vous aurez plein d'avis extérieurs. Je pense que pour le scénario, ça c'est la base commune.
Je sais pas si vous vous attendiez à que je vous donne des techniques pour bien construire un scénario, une structure classique, comment bien raconter, la mise en scène, etc. Mais là, c'était pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'était vraiment de partir sur un squelette solide. Et après, pour moi, l'habillage, la nature du scénario, la nature du message qu'on veut faire passer, tout ça, c'est des trucs qui sont propres à chacun. Et je pense que l'académie veut nous faire rentrer dans des choses qui marchent parce qu'on a déjà vu que ça marchait, mais c'est pas nécessaire. Il y a plein d'histoires qui ont des formats différents et qui marchent très bien. Tant que le cœur reste le même, tant que le cœur de votre histoire, c'est de raconter quelque chose et qu'on en ressorte grandi ou avec un questionnement, pour moi, peu importe ce que vous faites, en fait, bah, ça va marcher. Donc moi, je vous invite à essayer de faire vos histoires, même si vous n'êtes pas mangaka ou quoi. Essayez de faire vos histoires, écrivez dans les commentaires. Si c'est des histoires de 15 pages, ça peut tenir en 10 lignes. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas et on va voir ce que ça donne. On va voir si ça vous a été utile. Dites-moi si vous aimez bien ce format de vidéo. Je vais essayer de faire des extraits pour les mettre sur les réseaux, mais le but c'est quand même YouTube. Et voilà. Bon, bah bisous les poissonitos.